Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette leçon, on peut presque dire leçon 3 de ce Sanctum Lam, analyse de texte. Leçon 3, on commence à en avoir beaucoup de leçons ensemble, mais c'est la troisième leçon sur le Sanctum Lam, la fameuse prière de la conduite excellente ou prière de souhait, reine des prières de souhait. Elle a différents noms, mais c'est Sanctum Lam, prière de conduite excellente, littéralement. On va commencer par une prise de refuge, puis ensuite on voit ce qu'il en est de cette leçon 3, strophe 3, avec surtout le commentaire qui va nous intéresser de plus en plus, il me semble. Sangye che tang tsoge cho namla chung chung parato dane kyab sochi. Dage jin soge pes nam ke drola pench. Sangye drum parai sho. Voilà, manière de mettre au service toute cette étude du tibétain qu'est la nôtre, à ce noble but. On le met au service de l'obtention de l'éveil, quand même, c'est dingue, juste en faisant du tibétain. Mais oui, parce que finalement, ça va nous permettre de mieux comprendre le dharma, en tout cas idéalement, et de pouvoir vraiment faire de cette étude, non pas une simple étude, on va dire mentale ou intellectuelle, mais vraiment quelque chose qui va nourrir notre compréhension profonde du sens de cette prière de souhait. Donc voilà, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on a là la prière de souhait, que j'espère vous voyez bien, en grand, hop, j'essaie de voir qu'est-ce que c'est que cette chose qui Thomas, s'est mise là. Oui, qu'y a-t-il? voilà, j'avais fait ça pour la, pour les bodhisattvas. Ouais, J'essaye de faire une table des matières à mesure, oui. titre. Et là, il n'y a pas de titre. Alors, je m'en suis fait un. Et j'ai appelé les premières leçons hommage par le corps, avec le corps, hommage aujourd'hui avec l'esprit. Comment ça, il n'y a pas de titre? Si, il y a un titre, Mais il bien n'y a pas de sûr. titre pour chaque strophe. Ah ben si, parce que tu Hommage as avec, le... Si, tu as ça dans le commentaire. Tu as oui, le... alors j'ai hommage mental. Oui, bien sûr. Florence, toute la structure du texte, tu la retrouves dans le commentaire. Alors, je l'ai pas mis formellement, je l'ai pas rapporté formellement dans la strophe 3, mais tout le commentaire, alors là, même d'une manière très précise. Parce que si tu regardes les commentaires depuis le début, c'est-à-dire depuis la strophe 1, ou même depuis le début du texte, là, tu as toute l'architecture, c'est-à-dire toute l'arborescence avec tous les titres, et voilà. Mais dans ce cas-là, il faut reprendre les commentaires depuis. Alors, je sais pas comment faire, ou alors je vous refais chaque fois, mais ça me semble un peu excessif. Mais sinon, je vous refais un document avec tout le commentaire depuis le début. Mais bon, là, normalement, non, vous avez quoi, voilà. Là, bon, après, on peut toujours, tout est toujours possible, hein, il n'y a pas de doute. Mais disons, la structure, tu l'as ici. Là, simplement, ici, dans le commentaire de cette leçon ici, c'est juste l'hommage mental. Donc, en fait, ça, si on veut parler technique, ça, c'est du titre numéro 6. C'est-à-dire que, en termes d'arborescence, ça intervient au 6e niveau dans une table de matière. Mais après, une fois qu'on aura vu toutes et tous ensemble, toute cette, tout ce commentaire, ben ensuite, je pourrais bien sûr vous passer le PDF complet avec tout le commentaire, la table de matière, etc. Pour l'instant, je l'ai en version anglaise. Alors bon, on peut aussi imaginer que je vous passe la version anglaise. Mais bon, disons, c'est un peu délicat parce que c'est un document de travail pour l'instant. Écoute, allons-y comme ça pour l'instant, et puis ce que je peux éventuellement faire, c'est rappeler au début, ça sera possible, c'est rappeler peut-être au début de la strophe, c'est-à-dire quand on voit la strophe 3, peut-être rappeler là, ici, au niveau du titre, rappeler l'arborescence. Comme ça, ça peut-être que c'est une chose qui pourrait vous être utile. Rappeler l'arborescence, c'est-à-dire savoir dans quelle section du texte se trouve cette strophe. Pourquoi ça peut être utile? Parce que comme vous le savez, en tibétain, c'est ce qu'on appelle seltje. Seltje, c'est la table des matières.
Et quand on étudie avec un Kempo, un Acharya, un Kempo, c'est pareil, eh bien, chaque fois, et on le voit avec Acharya Kensho Tenzin, qui enseigne à Lyon et qui enseigne aussi à Genève pour le cycle Gampopa, on voit que chaque fois au début d'une leçon, ou d'un enseignement en fait, il va rappeler l'arborescence. Il rappelle l'arborescence du texte. C'est un procédé classique, traditionnel, qui consiste à toujours resituer la strophe dans son contexte. Mais ici, cette fonction-là de resituer la strophe, elle intervient dans le commentaire. Donc je vous encourage vivement à regarder le commentaire depuis le début. C'est-à-dire depuis la leçon 1, depuis la strophe 1. Et vous aurez l'arborescence chaque fois. Tu me diras, Florence, si tu te repères comme ça, si tu te repères pas, je Oui, trouverai le non, moyen. j'ai commencé avec les commentaires à Ok. m'entourer, mais c'était pas noir sur blanc, enfin si, dans la strophe 3, mais pas dans les strophes précédentes, quoi. Ah si, dans les strophes précédentes, c'est pareil, avec le commentaire. Ouais, C'est de dans ma le faute. commentaire. Non, non. Mais tu regarderas encore bien, mais dans le commentaire, c'est tout indiqué. Vous avez justement l'arborescence très précise. Donc, bref, ici, on est, donc, strophe 3, on est effectivement dans le mage mental. Donc, par rapport aux précédentes, on peut regarder d'ailleurs, si on reprend ici, on est, ça ce que vous avez à l'écran ici, c'est le commentaire de la leçon 1, et vous avez ici le commentaire, le titre, et ça peut vous aider. Après, vous avez les thèmes introductifs, ici. Ensuite, la signification du nom. Vous voyez, on est au 2e niveau. Et ensuite, vous avez toujours 2e niveau, l'hommage des traducteurs. Donc ça, on a vu. Et ensuite, on a le thème de la partie principale. Et ici, on a 3 parties. A, cause de l'accomplissement de la prière d'aspiration, B, l'explication détaillée des sections, et puis C, la conclusion. Donc logiquement, après, on reprend le point A, cause de l'accomplissement de la prière d'aspiration. Et là, on a dans cette section, on a plusieurs parties. La branche de l'hommage, avec une brève explication, et puis ensuite, on a, si on prend la leçon 2, hop, on a l'explication détaillée. Donc on est toujours dans la branche de l'hommage, en fait. Hein, on est toujours dans la branche de l'hommage. Là, on a brève explication, c'est un rappel de la leçon 1. Explication détaillée, c'est la 2e partie, le 2e point. Et puis ensuite, on a donc dans l'explication détaillée, donc on est toujours dans la branche de l'hommage, on a l'hommage physique, et ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, on a l'hommage, hop, on a l'hommage mental. Donc si vous avez, hop, faut juste y aller. Voilà, on a l'hommage mental. Aujourd'hui, c'est l'hommage mental. Donc on est toujours dans la branche de l'hommage. Physique d'abord, mental ensuite. Voilà. Et puis après, on regardera ensemble le commentaire en détail, ou plus ou moins en détail. Mais maintenant, pour l'instant, on va reprendre avec notre exercice habituel. Et notre exercice habituel, c'est bien sûr le travail sur l'oralité, c'est-à-dire lecture et compréhension, donc travail d'analyse, pour faire que, et vous avez bien compris le jeu, qu'au bout d'un moment, quand on lit la strophe, on l'entend et on la comprend. Et ça, c'est vraiment notre objectif majeur. Ok? Donc, pour atteindre cet objectif majeur, avec un enthousiasme extraordinaire, 3 personnes à la suite vont lire cette strophe, mais lire avec ce rapport conscient, donc au sens, idéalement, bien sûr, toujours. Qui commence? Claudine, c'est parfait. Tu ouvres ton micro et on t'écoute. Voilà. Tu te lances et nous, on écoute vraiment d'une manière particulière. On se dit pas juste, bon, c'est le tour de Claudine, elle lit. On essaye vraiment de faire un travail conscient d'écoute et de compréhension. De ce qu'on peut, évidemment. Et après, on va améliorer ça. Vas-y, on t'écoute. Dulcic tenna, dulnie sanguinam, sangie seki, una shukpatak,
Tetar, Chucky, Yingnama Lupa. Je reprends ma page. Excusez-moi. Tamche Gelwa Tak Ki Gangwar Me. Ok. Pas mal du tout. C'était pour moi un petit peu plus hésitant à la fin, mais pas grave. Oui. Je dirais jusqu'à la troisième ligne. Tetar Chukiyingnam. Ça, c'est bien de mettre ça ensemble. Chukiyin. Chukiyin, parce que c'est le Dharmadhatu. On verra ça après. Ok. Hein, Ça m'étonne pas parce que le Nam, tu vois, je savais pas trop s'il allait avec le Chucky. Tout à fait, tout à fait. Le Nam, j'ai senti, il y a Chucky, Ying Nam. Tout à fait. Oui, non, non, mais bien sûr. Et c'est d'ailleurs, c'est exactement, mais c'est parfait. C'est la démonstration parfaite de la raison de l'exercice. La raison de l'exercice, c'est de vraiment sentir les groupes de mots et être à même, alors toujours idéalement, au moment de la lecture, de les rassembler. Parce que ça veut déjà dire qu'on se rapproche du sens. Même si on l'a pas complètement compris, on commence à comprendre la structure. Et c'est le but. Parfait. Donc, merci pour cette première lecture. On poursuit. Quelqu'un d'autre nous relit lit à nouveau cette strophe. Qui veut bien le faire? Je veux bien essayer. Mais c'est super, Evelyne. Merci. Eh bien, vas-y, lance-toi. Ouais. Écoute, c'est comme ça. C'est toujours bien de se lancer de toute manière. Et nous, on se lance aussi en essayant de comprendre. Vas-y. Dulce, Degna, Degna, Dulnie, Sanguinam. Parfait. Sangue, Teki, Una, Chupaye. Non, Chupata. Très bien, très bien, très bien. Teta, Chuki, Yingnam, Nam Malupa. Très bien. Tamche, Gyalwa, Daki, Kangwa, Me. Impeccable. Impeccable. Pas vraiment, mais si. Je retravaille encore beaucoup. Ah non, mais on doit tous travailler beaucoup. Hein. Et moi, je me mets pas... Non, mais je me... Non, que je n'ai pas fait ça. Oui, bah écoute, c'est très bien. Et de toute façon, moi, chaque fois, je continue à me dire que je dois travailler beaucoup. Donc, tout va bien. C'est parfait. Non, c'est très bien. Après, on peut toujours préciser au fur et à mesure de l'exercice différentes petites choses au niveau de la prononciation. Par exemple, Oui, sûr. Comme toujours, les che qui ying, c'est-à-dire che, les expirés, sont pas toujours en rendez-vous pour nous, les francophones. Pas pensé à... non, mais c'est des petits détails. Écoute, c'est très bien. Che qui ying. Voilà. Mais après, on retravaille en détail. Maintenant, troisième lecture. Qui veut... Annie, super. Ouais, j'ai vu que tu as levé la main. Parfait. Annie, je te laisse ouvrir ton micro et on y va. Dulcik Tegna, Dulnie Sanguinam. Sanguie Seki, Una Chupata, Deta, Chukuyinam Malupa, Tamchegelwa, Daki Kanwa Me. Très bien. Attention à, par exemple, la prononciation ici. C'est pas détar, c'est tétar. Tétar. C'est un ta. Ta d'embouté. Ouais, tétar. C'est ce que j'ai cru dire, mais... Moi, j'ai entendu des, parce qu'on a un peu l'habitude avec le ta d'embouté de le dire des. Mais en fait, si vraiment on veut dire les choses précisément... Oui. Ouais, mais bon, franchement, non, mais comme pour chaque lecteur ou lectrice, c'est tout des petits détails, hein, c'est très bien. Après, parfois, c'est un peu rapide, alors si on a de l'aisance pour comprendre, ça va. C'est un rythme rapide, mais cela dit, ça marche aussi, hein, ça va, hein, pour d'autant plus je sais pas, Nam ouais, non, mais écoute, ça va, voilà, mais c'est très bien. Voilà. Donc, parce que le but du jeu maintenant, évidemment, c'est de voir ce qu'on a compris ou réussi à comprendre.
Donc là, c'est les autres, celles et ceux qui n'ont pas lu, qui vont surtout participer à cette Moi, j'ai fois-ci. encore une petite question, Ah Jean-Marc, ben bien par sûr, rapport Sylvia, à la pas de problème. prononciation, Ouais, ouais, deuxième ligne, ouais, deuxième le ligne. una. Très bien, una, parce Parce que, que, ouais. ouais, moi je me l'épelais, alors je me l'épelle peut-être mal, Tao Washaku, ça U. C'est très bien. Et en fait, j'entends U là dans Oui, c'est U, qui est parce U. que, oui, On parce dit pas le ou, non, W, le ou en fait. non, Alors c'est effectivement. quoi l'épellation du coup? Alors c'est Tao, écoute, moi je l'épelle comme toi. Tao wa shapku u sa u. Simplement, une fois que je l'ai appelé comme ça, je me rappelle que je le prononce pas wa mais u. Cela dit, tu vois, mon explication, elle est un peu bancale. C'est-à-dire, j'ai pas une bonne explication à te donner. Mais c'est pourquoi? Parce que c'est plutôt de l'ordre de l'habitude qu'autre chose. Moi, j'ai appris comme ça aussi. Tao wa shapku u sa u. Alors peut-être qu'un Tibétain dirait encore ça autrement. Bon, cela dit, j'ai appris assez à la tibétaine, mais je n'ai jamais à l'abri d'une autre façon de dire. En tout cas, là, clairement, c'est la particularité de cette syllabe, mais ça, vous le savez toutes et tous, c'est-à-dire que le pas étant préfixé par ta, il se prononce ou. Donc, tao, on pourrait aussi dire tao ou, shapku u, sa. Tao, tao, excusez-moi, tao u, shapku u, sa u. Ce serait pas faux. Parce que de toute façon, le pas devient un ou dans le cas où il est préfixé par le ta. C'est la même chose dans la ligne en dessous? Juste le mot en dessous? Ici, absolument. C'est un tao a, tao wa, yata ya, iguyi, ngasayin. Simplement, un peu par habitude, je dis tao wa, mais bon, on pourrait dire tao a. Bon, c'est un peu, c'est compliqué, effectivement. Par l'appellation, c'est un peu compliqué. Après, on rencontre pas non plus ça trop souvent. Bon, c'est pas un obstacle majeur, hein. Si on dit Taowa, bon, moi j'ai appris comme ça. Parle John. Est-ce qu'on peut mettre Taoba? Taoba, ça fait... Bon, moi j'ai pas appris ça comme ça. Ouais, on peut, mais c'est simplement que si on dit Taowa, on se souvient déjà qu'il y a une altération, quoi. Je veux dire qu'il y a une transformation de la lettre. Mais bon, là, franchement, faites un peu comme vous voulez, hein. Le but du jeu, surtout, c'est qu'on sache que ça se prononce yin et u. Et en même temps, ici, disons, il se trouve que là, ce sont des mots très fréquents. Je veux pas en parler trop vite maintenant, parce que justement, on va étudier ça ensemble, mais quand même, il s'agit de u et de yin. Et ça, c'est quand même des mots hyper fréquents. Donc, on finit par les connaître pour ce qu'ils veulent dire. Donc, Et la tête à l'honorifique, c'est Tao, Washaku, ou. Oui, c'est ça, bien sûr, ou. Oui, je les confonds. Tout à fait, bien sûr. Donc, si on enlevait le ça, ben on aurait ça, on aurait Tao, Wa, Shapku, ou, et ce serait la tête. Complètement. C'est pour ça qu'attention, ici, ce n'est pas la tête qui est avec un négatif ou un instrumental. C'est la difficulté parfois de l'analyse. C'est qu'on peut se dire, tiens, il y a un ça ici, est-ce que c'est un suffixe ou est-ce que c'est une particule qu'on a rajoutée au mot tête? La question peut se poser. Il n'y a jamais deux particules qui suivent. Comme il y en a après. Exactement. Je réfléchissais juste si on peut le poser comme une règle absolue. J'aurais de la peine d'être aussi affirmatif. Parce que dans le sens de, par exemple, attends. Je sais pas. Il me semble que parfois il peut y avoir des cas avec le par à par
qui permet de faire des verbes. Et il me semble, par exemple, Gumparna, on devrait pouvoir trouver des cas comme ça. Mais bon, c'est des cas assez particuliers. Mais ce que tu dis est quand même très utile et pertinent, parce qu'effectivement, en tout cas ici, bon, mais là, ici, en plus, je veux dire, c'est gros comme une maison, là. Ça crève l'écran, on va dire. Hein. Una, bon, bah, évidemment, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire au centre. Donc, c'est quand même très clair et simple. Là, de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de doute avec ça. Una. Ok, donc, Richard, on prend une phrase, puis tu essaies de te débrouiller avec ça. Déjà, pour nous dire, parce que c'est le but aussi un peu de l'exercice, qu'est-ce qui est très clair, évident, où ça pose pas de questions, quoi. Histoire de voir quels sont les mots ou groupes de mots qui, pour nous, deviennent des entités de sens qui se discutent presque plus. Qui se discutent presque plus, il y a Sangyena. Bravo, mais c'est très bien ça déjà. Ouais. Les Bouddhas, donc c'est pas mal. Bouddha, ouais. Ensuite, je vois la particule na, le ladon, et Tulchik Tan Na. Dul, c'est la particule. Ouais. Chik, c'est un. Oui. Une particule. Tang, ça va être sur, au-dessus. Très bien, très bien. Donc le ladon indique la situation, en fait. Tout à fait, ça, absolument. Ça indique la situation ici en l'occurrence. Hein, plutôt la situation que le si. Hein, c'est pas. Mais bon, ça pourrait être les deux. Hein. Bon, après. Bon, bref. Mais en tout cas, effectivement, avec la particule ladon, on sait qu'on parle bien sûr du dessus de. Si avec de la même manière, Sangyenam, c'est très clair pour toi, Richard, ça veut dire les Bouddhas. Teng, si tu développes le même automatisme avec Teng au-dessus, si par exemple, fais-toi un exemple d'un mot comme, je sais pas, sur la table, sur l'arbre, sur le Bouddha ou n'importe. Dans la pratique de Chenrezig, il y a Dao et Teng. Oui, bravo, Dao et Teng. Et attends, alors dis pas tout de suite, Dao et Teng, pour vous autres, ça veut dire? Parce que c'est ça qui est intéressant, hein. Sur la Lune. Sur la Lune, très bien. Sur le Le disque de Lune. Est-ce que c'est parce que ça, Dao et Teng, c'est très juste. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans nos textes de pratique. Dao et Teng. Hein? Et est-ce qu'on dirait Dao et Teng ou Dao et Teng Tu? Hein? On peut souvent entendre Dao et Teng Tu. Mais je veux dire, les deux sont justes. C'est juste pour voir, pour faire appel justement aux éléments réflexes que nous avons peut-être. Hein, parce que c'est ça qui est intéressant. Y a-t-il autre chose avec Teng qui, de la même manière, vous dit « Ah tiens, oui, un exemple avec Teng ». Ou alors sinon, il faut le construire. Hein. Mais là, je pense que là, tu as donné le bon exemple. Hein. Dao et Teng, c'est sûr. Mais si vous deviez construire quelque chose avec Teng, pour Richard, on va lui donner je vais te donner, pas Richard, Thibaut, excuse-moi, je vais te donner un petit, comment dire, une énigme à résoudre. Alors, tu me dis le dessus de la table. J'ai tordu un peu le truc, hein, parce que c'est le dessus de la table. Hein. Le dessus de la table. Essaye le dessus de la table. Alors, c'est tout juste, hein, quasi. C'est juste Choksei Teng. Choksei Teng la. C'est-à-dire, il y a un génitif. On parle du dessus de la table. Pourquoi? Parce que je te fournis cette petite énigme, parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à étudier le tibétain dans un fameux manuel à l'époque qu'on appelait Goldstein et Nornong, qui était le manuel à l'époque utilisé à l'INALCO. Maintenant, il y a beaucoup plus de matériel pédagogique. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y en avait, en tout cas en français, il y en avait deux. Anne-Marie Blondeau et puis Goldstein-Nornong. Bon, je vous parle de ça des années 80, hein, donc il y a plus de 40 ans. Donc ça fait longtemps. Mais il y avait ce fameux exemple. Choksei Teng la. Et moi, je me disais, mais c'est fou quoi ce génitif là?
Parce qu'il y a choktsei teng. Donc, c'est le dessus de la table. Et c'est évidemment différent de dire sur la table et de dire le dessus de la table. Parce que dans le cas d'une table, vous pouvez parler du dessus de la table ou du dessous de la table, c'est bien logique. Mais vous pouvez aussi dire sur la table. Et vous dites pas la même chose. Donc, c'est choktsei teng tu, choktsei teng la ou choktsei teng la. C'est sur le dessus de la table ou sur la table. C'est pour ça que je te disais, c'est un peu une énigme. Mais maintenant, on revient donc avec toi, Richard. Donc, dulchik tengna, et dans ce cas-là, comment tu fais avec cet élément-là, dulchik tengna? Moi, je dirais sur une particule. Absolument, c'est très bien. Sur une particule, et on parle bien sûr là d'une particule dans le sens de atome. On est bien d'accord, hein? Ouais. Dul poussière, c'est le mot pour dire poussière, mais dul charap pour dire les atomes. Hein. Il y a même un mot forgé pour dire bombe atomique, et je me rappelle plus, mais il y a un mot avec dul teltunche ou un truc comme ça. Mais il y a le... Pardon. Atome plus que poussière ou... Oui. Dul, c'est vraiment atome. C'est utilisé, c'est pour ça que je mentionne cet exemple. Il faudrait que je vous le... Attendez voir, je vais vous retrouver parce que c'est intéressant du point de vue de la construction. Alors, atomique. Je vais juste voir si je vous le trouve. Atomic bomb. Ouais. Atomic bomb, c'est Dulten Partel. Alors là, c'est une possibilité, j'en connaissais encore vaguement une autre. Dulten Bardel. Bon, bref, mais on voit Dulten. On réutilise le terme de Dulten. Dulten pour dire atomique. Donc, Dul rentre vraiment dans la notion d'atome. Donc on peut le comprendre parce que ici, si on le traduisait littéralement sur une poussière, disons que là, voilà, on serait un peu trop littéral parce qu'on parle quand même d'une vision atomiste ici dans ce contexte. Comment tu fais avec dulnier? Parce qu'on retrouve dul et dulnier. Oui. Alors, nier, c'est autant qu'il y en a, c'est ça? Exactement. Autant qu'il y a de particules, du coup. Absolument. C'est pas forcément évident, quoi. Je veux dire, c'est parce que je connais un petit peu le texte, mais. Oui, c'est juste. Dire que dulnier, ça veut dire autant qu'il y a de particules. Oui. Bon. Ouais, ça veut dire qu'en fait, on est dans l'idée que sur une particule, sur une seule particule, il y a autant de particules qu'il y a de Bouddha. C'est l'idée d'une espèce de démultiplication à l'infini. Ouais. Hein? Mais on est dans, effectivement, autant qu'il y a de particules. En fait, sur une particule, il y a autant de particules qu'il y a de Bouddha. Après, c'est l'idée qu'on va développer dans le texte. Mais oui, c'est pas évident, si ce n'est que dulnier, c'est toujours nier pour dire autant que. Oui, Annie. Attends, il faut que tu ouvres ton micro, sinon je t'entends pas. C'est les Bouddhas qui sont aussi nombreux que les particules. Ouais, c'est ça. Mais comme tu l'as dit, tu as dit un peu le contraire, il y a autant de particules que... Enfin bref. Ouais. C'est les Bouddhas qui sont aussi nombreux que les particules. En tout cas, ça c'est clair, ça c'est sûr. Alors je sais pas, alors peut-être, oui, il y a autant de particules que de Bouddhas, il y a autant. Mais pour moi c'est un peu équivalent, mais je sais pas, il y a autant de particules que les Bouddhas, autant de Bouddhas que les particules. Ah bah non. Non. Moi c'est pas équivalent non plus. Hein. Ah ouais, c'est très intéressant. Alors dites-moi parce que pour moi c'est pas très clair. Comment tu... Ça veut dire sur, tu vois, la construction, si on prend, ça veut dire sur une particule, oui. Il y a autant de Bouddhas que deux particules. Oui. C'est pas la même chose que de dire sur une particule, il y a autant de particules que de Bouddhas. Ça veut dire, c'est le nombre, ce qui compte, c'est d'avoir cette idée qu'il y a une infinité de Bouddhas et pas une infinité de particules. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ne pas mettre dans le même sens. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans le même sac.
Annie voit ça, Oui, mais oui, si, c'est très bien. Annie, tu te ranges à l'avis de Claudine. Mais vous avez raison, je pense que, de toute façon, c'est juste ce que vous dites. C'est-à-dire, on utilise l'image des particules pour dire qu'il y a une infinité de Bouddha. Et ça, c'est clair que c'est ce qu'on doit réussir à comprendre. Alors, mais non, mais parfait, c'est parfait. Je savais pas que j'apprendrais une chose aussi précieuse parce qu'effectivement, faut peut-être pas confondre entre les deux. C'est très bien de le souligner. Parfait. Eh bien, on va, après cette première phrase, on voit ce qu'il en est pour la J'ai deuxième. encore une toute petite question. Oui, je t'en prie, Annie. Le na, il sert à quoi? Le na, j'aimais bien ce que disait Richard, c'est-à-dire Richard peut-être... Alors Richard, reprécise ce que tu disais sur le na, ça me semblait bien. Eh ben, c'est le ladon qui indique la situation. Voilà, La situation, absolument. C'est plus le na que la particule qu'on traduit en général par si. Du genre si d'aventure ou une espèce de voilà. Pourquoi? Parce que le na c'est suraru tu na latu. Voilà, donc elle fait partie des laten, lata ten dun. Si on veut dire la particule en laten ou alors tout simplement laten dun. Laten dun. Les 6 particules qui ont le sens de la. C'est le nom. Si vous regardez dans le clair miroir, le jour où il fait vraiment très gris un dimanche après-midi et que vous savez pas quoi faire et que vous avez envie de vous remonter le moral, vous prenez le clair miroir. En général, ça fait beaucoup de bien. Ça fait énormément de bien. Et vous apprenez par cœur les 7 formes de la particule oblique. Absolument. Bon, la deuxième phrase. Oui. Jean-Marc, Oui, Evelyne. est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi sur chaque atome Mhm. plutôt que de un atome? Parce que je trouve que dans ce cas-là, ça conviendrait mieux avec la phrase suivante. C'est pas Sur faux, chaque hein. C'est pas faux, bien sûr, parce que c'est le cas. Non, mais c'est juste, de toute façon, c'est juste. C'est-à-dire, c'est pas sur un seul atome. C'est pour ça que c'est une vision démultipliée à l'infini. Parce que C'est ça. Ah oui, bien sûr, c'est clair. C'est sur chaque atome de la même manière que sur un atome. Et parce que ce qui est valable pour un atome est valable pour tous les atomes. Pour tous les autres dans Ah, c'est l'univers. clair. Sur tous les atomes, il y a un nombre de Bouddhas infini, aussi nombreux que tous les atomes. D'accord. Il y aurait un mot pour dire chaque? Alors, en tibétain, si on veut dire chaque, on dirait dul re la, et on préciserait. Et dans ce cas-là, on le dirait. Mais on le dirait plus en prose qu'en situation versifiée. C'est pour ça que la situation versifiée, elle nécessite en général le commentaire. Parce que parce qu'elle ouvre à l'interprétation. D'ailleurs, on est bien d'accord que ça, c'est la strophe qui est hyper commentée. C'est-à-dire, dans toute la tradition chinoise bouddhiste, eh bien, cette strophe est extrêmement importante. Il va y avoir des développements fantastiques qui sont des visions cosmiques à partir de là, évidemment, avec un rayonnement de Bouddha à l'infini, etc. Donc, cette strophe est extrêmement importante. Deuxième phrase. Oui, je t'en prie, Claudine. Je trouve, quand on dit chaque, sur chaque atome, ça donne une notion d'un nombre défini d'atomes. Ok. Or, on est dans une vision très élargie où il n'y a pas un nombre défini d'atomes. Tout à fait. Sur un seul atome, ça laisse, on ne sait pas en fait. On garde juste cette notion que sur le plus petit élément, il y a des milliers de Bouddhas. Enfin, je sais pas comment, il y a un nombre infini de Bouddhas aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme ça. De toute façon, après, c'est la vérité du texte. Le texte nous dit dulchik, ça c'est clair. Après, ce que tu dis, Evelyne, c'est pas du tout faux. Ce qui se rapporte, ce qui est valable pour un atome est bien sûr valable pour les autres. Mais ce que Claudine dit aussi, c'est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, si on dit sur un seul atome, c'est un peu comme si on disait, imaginez, même sur un seul atome, il y a une infinie de Bouddha, donc à plus forte raison, il y a une infinie de Bouddha partout. C'est un peu ça l'idée, de toute façon, derrière. Mais surtout, l'idée encore plus derrière,
c'est de se placer, nous, dans une vision. Et on le voit après avec me. Parce que me, c'est un mot essentiel dans cette strophe. Pourquoi? Parce que alors, me, vous avez vu, je vous ai mis toute une tartine sur me. Alors bon, bien sûr, c'est grâce à Tony Doff toujours, hein, qui est un érudit extraordinaire. Parce que me, c'est vraiment un mot, alors polysémique de chez polysémique. Ça peut signifier plein de choses. Vous avez me dans megu, dans me pas, dans quoi, voilà, etc. Mais me, c'est aussi imaginer, projeter. C'est quoi, voilà quoi. C'est tout ce que dit Tony Duff. À mon avis, cette définition est extrêmement intéressante parce que c'est ça le but. Le but, c'est qu'on s'imagine, qu'on tende vers cette vision. Oui, pourquoi pas, parlons de vision cosmique, c'est-à-dire cette vision infinie d'une présence infinie des Bouddhas en nombre infini. Et qui se démultiplie évidemment, vu que sur chaque particule, il y en a une infinie de particules. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette deuxième phrase? Là, alors on a Sylvia qui n'est pas encore intervenue, Dominique, Florence, Thibaut, Stéphane, il y a Cathy aussi. Voilà, allez, Stéphane, eh ben vas-y Stéphane. Alors, Sangye Seki Una. Alors, pour moi, il y a un génitif entre Sangyese, donc les fils des vainqueurs, et Una, qui vient, donc ça vient relier. Donc, U, on l'avait déjà vu, c'est au milieu d'eux. Absolument. Là, c'est vraiment très clair. On voit le na. Au milieu des fils des vainqueurs. Très bien. Au milieu des Bouddhas, pardon. Au milieu des Bouddhas. Le na, pour moi, ce serait un ladun aussi. Ladun. Ouais, alors c'est clairement un ladun. Hein. Parce qu'après, il y a le verbe à côté qui demeurait. Ah, c'est sûr. Donc, ou ceux qui demeurent même. Absolument. Un nominalisateur et le ta qui vient faire la marque du pluriel. Donc, ceux qui demeurent au milieu des fils des Bouddhas. Absolument. Et donc, voilà. Ouais, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a pas de doute. U, le centre, hein. Juste un petit lien avec le tibétain parlé. Si vous parlez de la région de Lhasa, vous dites le U, c'est U. U-Tsang. Quand on dit U-Tsang, ça veut dire la région du Tsang et la région du U. Et donc U, c'est le centre, c'est la région centrale du Tibet. U, c'est aussi le mot pour centre pour dire pays du milieu. Vous avez ça dans les caractéristiques d'une précieuse existence humaine. Vous avez l'idée de naître dans un pays du milieu. Vous retrouverez ça dans Gampopa, qui est ou dans Tsongkhapa, évidemment. Hein. Dans tous les Lamrim, on aura la même chose. On aura les mêmes caractéristiques pour la précieuse existence humaine. Mais ça m'a toujours frappé. On parle vraiment de pays du milieu par rapport au pays des confins. Donc voilà, U, c'est vraiment important. Hein. C'est un mot qu'on retrouve très souvent. Très bien, le centre, donc là, évidemment, le na comme la donne. Alors ici, c'est juste ce que tu dis, Stéphane, on pourrait très bien dire les résidents, hein, dans le sens de ceux ou celles qui résident, ça c'est juste, mais on peut aussi le voir au verbe à l'infinitif, comme résider. Les deux sont possibles. Le nominalisateur, alors là, moi, j'ai pas le niveau pour trancher de manière absolue, ça, je saurais pas dire. Mais par contre, je me rends compte qu'on peut nominaliser le chouk, le radical verbal, et faire que c'est ceux qui résident ou le fait de résider. Les deux sont possibles. Alors là, déjà, on a un élément important. Hein. Ça veut dire qu'on sait que les Sangyenam, que les Bouddhas, eh bien, a priori, ils demeurent au milieu de tous les filles et fils des Bouddhas. Et on peut imaginer qu'il demeure dulchikitenna, c'est-à-dire il demeure au-dessus des particules, hein, ou au cœur des particules. Bon, alors après, le au-dessus, là, évidemment, c'est plutôt, il me semble, au sens figuré qu'au sens propre. Parce que sinon, ça serait un peu étrange d'imaginer qu'il y ait vraiment un dessus, un dessous, etc. Il y a plutôt une infinité. Mais bon, là, peut-être je me lance trop loin.
Ok, en tout cas, très bien pour cette deuxième phrase. Troisième phrase. Sylvia, Dominique, qui se lance? Vous restez bien au chaud derrière vos micros, je vois bien. Eh ben Florence, eh ben voilà, Florence a ouvert le micro, non? Tétard, Chucky, Yingam, Malupa. Très bien, Malupar, pas si un ra à la fin. Là, je comprends pas. Ok, alors déjà, dis-nous ce que tu comprends, ça sera déjà pas mal. Sur Malupa, c'est sans exception ou sans en laisser un seul de côté? Absolument, et puis le ra, tu peux vite lui régler son compte, hein. C'est un ladon. Et dans ce cas? C'est un ladon, mais en quelle fonction? Localisation? Non, en fonction adverbiale, c'est-à-dire en fonction de... C'est le ladon qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle une marque d'incorporation, c'est-à-dire teni. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser, on peut en général traduire cette fonction-là par en, en, c'est-à-dire en oubliant personne. Hein, alors bon, en oubliant personne dans le sens de c'est l'adverbe. C'est comme quand on dit shintu, on pourrait dire vraiment. Là, on pourrait dire malupar, et malupar, c'est en oubliant personne dans le sens de cette fonction adverbale pour dire qu'on est dans une situation où on n'oublie personne. C'est un peu, en tout cas, c'est la fonction. C'est pas un latin dans le sens d'une situation. Hein. C'est pas une marque d'incidence ici. Ou alors marque d'incidence dans le sens à l'égard du fait de ne pas oublier personne. Ça, on pourrait à la rigueur, ça pourrait fonctionner comme ça si on veut vraiment le comprendre comme marque d'incidence. Mais je pense que c'est plutôt ici une sorte de situation adverbiale. Quoi, une manière de. Mais. Tétard, c'est ainsi? Ainsi, absolument. De cette manière. Hein. Et Chucky Yingnam. Alors, Chucky Yingnam, ça veut dire quoi ça? C'est toutes les sphères du Dharma. Absolument, tous les Dharmadhatu. Hein. Le Nam est particulier, hein, parce que le Nam, ça veut dire qu'il y a plusieurs sphères du Dharma. Et ça, honnêtement, je ne sais pas comment ça vous fait, mais moi, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, alors là, va falloir que je révise mon catéchisme, hein, parce que Chucky Yingnam, j'ai plutôt l'habitude de l'entendre au singulier, c'est-à-dire il y a un Dharmadhatu avec des phénomènes. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Là, le texte nous dit clairement des Dharmadhatu. Ce serait extrêmement intéressant là, d'avoir un petit commentaire de la part des Kempo très érudits qui nous diraient pourquoi on parle des Dharmadhatu au pluriel. Bon, après, j'ai des hypothèses, mais c'est que des hypothèses. Je ne sais pas quelle est votre hypothèse, mais... Jean-Marc? Oui. Jean-Marc, j'ai pensé... moi, j'ai beaucoup cherché là, sur la signification de cette phrase. Mm-hmm. Et Che, c'est Dharma, mais c'est aussi phénomène. Ah, c'est clair. Ben oui, donc, et phénomène dans la dimension absolue, j'ai rapporté le pluriel au phénomène. Donc, ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Voilà, moi j'avais pas pensé à ça. Ça me semble plus. Non. Dans le sens les dimensions des phénomènes. Je sais pas. Non, c'est pas les dimensions. Moi, je pensais des phénomènes dans la dimension ou de la dimension absolue. Non, alors ça c'est. Alors ça. C'est pas possible. Je dis pas que c'est pas possible, mais ça, c'est ce qui s'appelle tirer le texte vers soi quand même, hein, parce que le texte, lui, nous dit Chögying. Et Chögying, c'est le Dharmadhatu. C'est très clair. D'accord. Donc là, on peut pas trop le tirer vers nous. Évidemment que ça nous parle de la dimension absolue des phénomènes, mais c'est un sous-entendu. Il y a rien qui nous dit dimension absolue des phénomènes ici.
Pourquoi? Parce que le D'accord. Dharma Dhatu, c'est déjà là, hein. Oui. C'est la sphère de déploiement des phénomènes. Donc, il n'y a pas une espèce de Dharma Dhatu qui serait une dimension plus absolue que la réalité relative, hein. Bon, là, c'est plus philosophique qu'autre chose, mais quoi, bon. Est-ce qu'on considère à ce moment-là qu'une sphère, ou un Dharma Dhatu, c'est une particule avec tous les Bouddhas et Bodhisattvas, l'autre particule à côté, c'est aussi un Dharma Dhatu, et que ça fait plein de Dharma Dhatu, quoi. Eh ben, c'est possible que ce soit ça. Alors, je suis très prudent parce que là, on est vraiment dans l'interprétation profonde de la strophe. Et vu que c'est une strophe très profonde, justement, là, je ne peux que vous inviter à aller consulter tous les commentaires les plus érudits que vous pouvez avoir sous la main, parce que c'est pas moi qui dirai le dernier mot. Mais je pense un peu comme toi, Stéphane. C'est-à-dire, ça me fait un peu penser à une espèce d'enchevêtrement de monde. Je vais vous dire le fond de ma pensée, ça me fait penser un peu au multivers, c'est-à-dire à cette démultiplication des univers. Mais maintenant, ça, c'est parce qu'on est entre nous et personne nous regarde, évidemment, et on est au bistrot en train de boire un thé ensemble, en fonction de l'heure. Donc, je me permets de me lâcher un peu, mais j'en sais rien, en fait, honnêtement. Est-ce qu'on peut faire de ce genre de parallèle? Je sais pas, mais ça m'y fait penser. Le filet d'Indra. Absolument. Là, le filet d'Indra, on est dedans, hein. Et pour moi, c'est une image énorme, parce que dans chaque petite perle... Le quoi? Le filet d'Indra. Le filet d'Indra. Richard, tu nous donnes un peu d'éléments sur le filet d'Indra, qui est un très beau sutra. C'est parce que j'ai lu ça récemment dans l'énorme ouvrage de Patrick Carré. Absolument. Bon, je suis en train de lire ça, je comprends... loin de tout comprendre ce que je lis, mais oui, mais parce que ouais. D'imaginer effectivement une toile et à chaque nœud de la toile une perle qui reflète toutes les autres, et en fait c'est des reflets à l'infini, en fait. Absolument, mais est-ce que ça peut se référer à ça, en fait? Ah, moi, je pense que clairement, ça se réfère à ça. C'est pour ça que là, en plus, quand tu parles de Patrick Carré, c'est justement cet énorme travail qu'il a fait sur la Bhattam-saka Sutra, où il est question justement des souhaits de Samantabhadra. On est pile dedans. Et il fait cette traduction à partir des sources chinoises. Et donc, c'est exactement ce que je vous disais avant, en tout début j'allais dire en tout début d'émission, comme quoi j'ai fait de la radio pendant longtemps quand même. Je pensais pas que j'avais ça qui me reviendra à l'esprit. Bref, ce que je vous disais en début de leçon, cette strophe-là, elle donne lieu à cette vision que j'ai appelée cosmique, je sais pas si c'est le bon terme, mais Patrick Carré en parle. Et c'est lié au filet d'Indra, effectivement. C'est l'idée d'une espèce de reflet à l'infini, un peu comme une espèce de jeu de miroir à l'infini, où on voit dans l'image se refléter la totalité des images et ainsi de suite. Et c'est le filet d'Indra. Il y a eu une traduction chez Fayard dans cette très belle collection de traduction des sutras essentiels. C'est un court livre, mais où on parle vraiment... Il y a aussi le filet... Non, je confonds peut-être avec le filet de Brahma. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. Bref, en tout cas, filet d'Indra, absolument. Vous pouvez aller voir sur filet d'Indra. Il y a certainement des sources sur Wikipédia ou autres, mais c'est très intéressant. Oui, c'est cette vision cosmique-là, hein. Vraiment, pas de doute. Donc, de toute manière, de cette manière, Chögyinam, Malupar, et Malupar... Alors là, Florence, oui, Annie, tu voulais dire? Non, je dis qu'en plus, on n'en oublie pas un, quoi, donc. Exactement, en plus, on n'en oublie pas un. Absolument. Donc, Florence, qu'est-ce que tu nous fais comme phrase à partir de là? Alors, je te laisse rouvrir le micro, qu'on t'entende bien. Hein, Florence? T'oublies pas d'ouvrir le micro, parce que sinon... Je vais ouvrir mon micro, mais... Alors. Ainsi, toutes les sphères du Dharma, je reviens. Tout à fait. Vaste et infini. Ouais, mais si tu veux, alors là, c'est marrant, parce que justement, l'exercice pour nous, mais je dis pas qu'il est simple, hein, mais l'exercice pour nous, c'est toujours d'être près du texte.
Donc la vérité du texte, que j'appelle la vérité du texte, mais dans le sens cette espèce de contact un peu rugueux avec le réel, parce que ben voilà, on a le texte, lui, il pose des images, il pose des notions. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ces images? Sans essayer de faire quelque chose de français très joli. C'est pour ça qu'on se dit que la traduction, elle arrive en toute fin. Peut-être pour redonner une autre traduction à Malupa. Bah, regarde. Ainsi. Ouais, ainsi. Toutes les sphères du Dharma, ou ouais, très bien. L'entièreté des sphères du Dharma, sans oublier personne. Non, regarde Florence, c'est plus simple que ça. Et je pense que des fois tu te fais choper, ça, c'est pas la première fois que je constate ça, c'est que tu veux trop bien traduire. Donc, il me semble. Donc, essaye de faire un truc de base. Et un truc de base, c'est simple. C'est de cette manière, tous les dharma tatus, sans en oublier un seul. Tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire que ça nous fait une phrase parfaite en français, puis qu'on sait tout de suite comment la placer avec les autres, mais on a en tout cas capté l'essence essentielle de chaque groupe de mots. Tetar, Tugiyinam, Malupar. Et ça, c'est important, parce qu'on n'est pas loin du sens. Mais faites quoi? Faites, mais faites aussi particulièrement attention de ne pas vouloir traduire. Au début, il ne faut pas vouloir traduire. L'exercice reste le même pour nous, c'est-à-dire comprendre le sens de chaque mot ou groupe de mots, mais comme des espèces d'idées qui nous arrivent à l'esprit. Puis ensuite, la formulation française très bien faite, etc., c'est bien à la fin, une fois qu'on a absorbé le sens. Mais au début, c'est vraiment dulchiktenna, dulnye, sangenam, sange segi una shupata tetar chuki yingnam malupar. Et puis en fait, au moment où on le lit, on a l'information. Et c'est pas facile, parce que c'est presque plus facile d'analyser ce qu'on vient de faire que d'arriver à lire en ayant le sens qui vient. Mais on analyse pour qu'on ait le sens qui vient. C'est ça notre exercice. Parce que sinon, ça veut dire que jusqu'à l'infini, on dira dultik tengna sans ressentir ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est le problème. Parce que, voilà, on sera peut-être des bons analystes, ou voire même des bons traducteurs, c'est possible, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on aura vraiment de manière un peu plus qu'instinctive, parce qu'on travaille pour ça. Mais on finit par comprendre le sens de ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est extrêmement important. Donc là, pareil, tetar, Tugiyinam, Malupar. Puis voilà, c'est pas encore tout cohérent, mais on a dit quelque chose. On a dit Tetar, de cette manière, Tugiyinam, tous les dharmadhatu, Malupar, sans en omettre aucun. D'accord. Tu vois, et puis hop, 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 et on capte le sens de chaque élément. C'est pour ça qu'on lit encore et encore. Là, on l'a lu 3 fois ensemble, mais honnêtement, quand vous travaillez une strophe, c'est pas 3 fois. Vous la lisez jusqu'à ce qu'on pourrait imaginer, vous la lisez jusqu'à ce que, au moment de la lecture de chaque élément, vous compreniez le sens. Et encore, dulchiktena, dunye sangenam, sange segi una shupata, tetar chuki yinam malbupa, tamche gelwa tagi kanwarme. Et puis, jusqu'à ce que vous sentiez le sens. C'est pour ça que l'oralité est extrêmement importante. Très bien. Dernière phrase. Allez, j'y vais. Ah voilà, il y a Dominique, elle était cachée derrière les stupas, c'est normal, et voilà, maintenant on la voit arriver. Alors, puis il y a Sylvia aussi, hein? Ouais, mais bon, vas-y Dominique. Amche Yalwa Daki Gangwarme. Alors, le gang, si ça peut devenir un kang, c'est vraiment très bien. Hein? Gangwarme. Très bien. Alors, là de nouveau pareil. Là, la lecture très bien. Maintenant, c'est
quels sont les éléments essentiels, ou plutôt pas essentiels, quels sont les éléments qui nous arrivent comme une évidence? Il y a la particule au milieu, le qui, Ouais, qui nous indique que tout ce qui précède est le sujet de l'action qui va suivre. absolument. Et ce qui précède Tamche Gyalwa Tak, c'est tous les vainqueurs. Ouais. Mais attends. Parce que si tu dis d'habitude Gelwa Tamche, ok? Gyalwa Tamche. Gelwa Tamche, c'est comme ça qu'en général on l'entend, non? Sangenam, Gelwa Tamche, Semchen Tamche, non? Ça vous dit rien? Gelwa Tamche, tous les vainqueurs, c'est en général comme ça qu'on l'entend. Ici, on dit pas ça, on dit Tamche Gelwa. Donc là, comment est-ce que tu vis chaque élément? Il y a d'abord, dans ce que j'entends, il y a d'abord Tamche, donc tous les. Non, il y a tous. Tous. Pas tous les, il y a juste tous. C'est en rapport, en fait, pourquoi je viens t'embêter avec ça, hein, là je te taquine un peu, hein, je te rends la vie un peu plus difficile. Mais Tamche, c'est simplement pour faire un lien avec ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que quand vous dites Tamche, vous dites Tamche. Tamche, ça veut dire toutes et tous. Et en fait, à ce moment-là, on n'est pas dans une fioriture quelconque, on est juste en train de dire tous. Mais une fois qu'on a dit les 3 phrases avant, et quand on a dit tous, ça commence à prendre de la force. Ah, c'est tout, ça oui, d'accord. Exactement. Ouais. Parce que tout à coup, c'est un tous qui vient rassembler tout ce qu'on vient de dire. C'est un peu comme si on disait... Pardon? La totalité? Ouais, mais oui, tout à fait. Simplement quand on... Oui. Tous dans le sens de totalité, c'est très clair. Mais c'est juste pour faire que vous preniez l'habitude, quand vous voyez Tamche, Gelwa, Tagi, Kanwar, Me, c'est-à-dire qu'on sente que Tamche, c'est pas juste pour dire Tamche, Gelwa. Parce que si on voulait dire Tamche, Gelwa dans le sens de tous les vainqueurs, on dirait Gelwa, Tamche. Pourquoi l'auteur il aurait fait une inversion sur un truc aussi basique? De toute façon, je me posais la question parce qu'il y a Dak après aussi. Justement, c'est pour ça que c'est Tamche, c'est pour ça que c'est une idée Tamche. Tamche, ça veut dire tous, tout ça, tous. Gelwa Tagi, et Gelwa Tagi, ça veut dire les vainqueurs qui produisent quelque chose. Hein? Les vainqueurs produisent quoi? Bon, voilà, après avoir, Kanwar Me, ils produisent quoi? Ils produisent qu'ils remplissent. Kanwar, c'est remplir. T'étais d'accord avec ça? Peut-être, je connais pas le mot. Ok, très bien, pas de souci. Kanwar, c'est vraiment... Alors ça, c'est un mot, en tibétain classique, c'est un mot hyper connu. Hein. Kanwar, je suis pas en train de souligner que tu le connaissais pas et que tu devrais le connaître. Parce que, évidemment, c'est peut-être pas le premier mot qu'on connaît. Mais un Kanwar, par exemple, dans tous les rituels tantriques, c'est le moment où on vient réétablir le lien avec les déités, par exemple, dans les rituels de protecteurs. Kanwa, c'est très important. Mais Kang, c'est aussi remplir une tasse de thé. Hein. Si on dit, est-ce que vous voulez une tasse de thé en tibétain, on dit Kayu Chö Kang. On précise une tasse remplie. Donc, pour dire que c'est un mot qu'on retrouve tout le temps en tibétain. Kang, c'est vraiment remplir. Mais Kang, ça peut aussi vouloir dire, c'est quoi? Dit Kangre. Hein, ça, on peut aussi l'entendre. Mais ici, Kanwar, ça veut dire Kanwar Me, j'imagine qu'ils remplissent. Oui, Annie? Le Me qui est là, c'est le même que dans Megu? Alors, c'est le même, mais évidemment, vu que c'est très très polysémique, Me, on peut pas vraiment le traduire en disant Megu dans le sens de aspiration et là aspirer. Oui, c'est pas faux, mais c'est vrai qu'ici, Kanwar Me, c'est vraiment parce qu'il y a aussi dans le Me, il y a aussi le verbe tendre vers. Donc je tends vers une vision. Et Tony Duff l'explique très justement, on retrouve beaucoup ce mot pour expliquer ce que l'on fait dans une visualisation. Mais ce qui est intéressant,
c'est que dans une visualisation, on n'est pas simplement dans une description technique de quelque chose qu'on imagine. On est aussi dans cette dimension où la visualisation, elle nous met en situation. Et c'est plus qu'imaginer. C'est aspirer à ce que cette vision soit. Donc, est vraiment, s'il y a un mot important dans toute cette affaire ici, bon, dul évidemment beaucoup aussi, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça dit tout l'exercice qu'on essaye de faire dans cette strophe. Et ce qu'on essaye de faire dans cette strophe, c'est tendre vers une vision. On tend vers une vision, au sens vraiment de pas. On aspire à une vision, et dans le sens meugu, alors là, ici, pour te donner raison, hein, Annie, mais c'est pas juste pour te donner raison, c'est vrai, c'est-à-dire que meugu, c'est aspiration, mais on aspire, on tend à l'établissement d'une vision. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec me. Et quand on a me, on s'imagine que tous ces Bouddhas vont venir remplir cette totalité. Et cette totalité, c'est la totalité, sans aucune exception, de tous les domaines de manifestation des phénomènes qui, on pourrait dire, se déploient à la façon de Bouddha qui demeure au sein des filles et fils des vainqueurs, à la façon infinie ou autant que sont nombreux les grains de poussière sur les grains de poussière ou les atomes sur les atomes. Bon, bref. C'est tout ça l'idée. Donc c'est pour ça que pour capter l'idée de cette strophe, va falloir la lire encore et encore, sur la base de la compréhension qu'on a. Yes. Bien, on a fait un beau boulot là-dessus. J'aime bien. J'ai un petit problème quand même avec ce me. Il s'applique à qui? À moi. Et où suis-je dans la strophe? Alors, je suis celui qui récite la strophe, on est bien d'accord, mais on ne le dit pas. Je suis d'accord aussi avec toi, évidemment. C'est vrai qu'on ne voit pas le sujet à proprement parler. Là, on le sous-entend, parce que c'est vraiment moi. C'est vraiment moi qui aspire. Parce que les Bouddhas n'ont pas besoin d'aspirer à ça, parce que eux, ils sont ça. Oui, je comprends bien, c'est juste pour... Non, c'est clair. Mais parce que, on va dire, l'usage de justement, comme nous le dit Tony Duff, et c'est la note que je vous ai mis, il le précise, il a tout à fait raison. C'est quelque chose qui est très utilisé dans les processus de visualisation, pour dire on se place dans la visualisation. On n'est pas juste en train de visualiser un truc extérieur, on est dans cette visualisation. Et nous permet d'exprimer ça. Sinon, on dirait, imagine, on dirait visualiser, ça le tape. On utiliserait un autre mot. Donc voilà. On n'a pas du tout eu le temps de fouiller le commentaire. Vous avez vu, j'ai pris soin, comme les dernières fois, de vous mettre tous les mots dans le texte en français. Donc ça vous permet quand même de faire un gros boulot qui vous permet petit à petit d'organiser la compréhension du sens du commentaire. Mais on n'étudie pas en détail le commentaire. Mais maintenant, vous avez le niveau pour petit à petit, à l'aide de toutes les petits trous de vélo, ça c'est les 2 petits trous sur le vélo pour pas tomber. Donc, il y a moyen là de vous lancer petit à petit dans la compréhension du commentaire. Tranquillou. Ok, 13h08, on va s'arrêter là parce que moi à 13h15, ça continue. C'est vraiment l'usine, ces cours tibétains, c'est affreux. Non, au contraire, c'est un immense plaisir. On termine avec une dédicace. Senam diye tamche zilbani tomne nyebe janam pamjene kega nachi balap tupai sipe tsole roa delwar sho. Parce que petit à petit, c'est bien aussi de connaître le sens de toutes les prières qu'on récite. C'est le but fondamental de notre étude. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir été là. J'en profite pour vous souhaiter déjà de très bonnes fêtes. On se retrouve, vous avez reçu tous les mails qu'il fallait pour vous expliquer qu'on se retrouve au mois de janvier. Ce sera le 9 janvier. Et d'ici là, à bientôt. Bonne étude et bonne période. Merci à vous. Bye bye. Merci beaucoup. Ouais, merci.